Allez, on va accueillir les quatre intervenants de la table ronde suivants, Ursula Bassler, Edith Heard, Jean-Jacques Hublin et Dominique Lambert. Je vous en prie, prenez place. Alors, on va vous installer le plan de table, en quelque sorte, en tout cas les écriteaux avec vos noms. Nous allons discuter, donc ce matin, pour ceux qui étaient déjà là, nous avons beaucoup parlé de la recherche en France. On va peut-être élargir le champ, s'intéresser davantage à la recherche française et au CNRS vu d'ailleurs, avec nos quatre intervenants. Je vous en prie, prenez place. Alors, juste à mes côtés, il y a Ursula Bassler, qui est physicienne, directrice de recherche au CNRS, présidente du conseil du CERN. Le CERN, c'est l'organisation de recherche, l'organisation européenne pour la recherche nucléaire à Genève. Ensuite, je le prends par ordre, à côté de vous, il y a Jean-Jacques Hublin, qui est paléoanthropologue, directeur de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire à Leipzig, en Allemagne, donc, et professeur invité au Collège de France dans la chaire internationale paléoanthropologie depuis 2014. Ensuite, à vos côtés, il y a Edith Heard, qui est généticienne, professeure au Collège de France, titulaire de la chaire épigénétique et mémoire cellulaire, et directrice générale de l'EMBL, le European Molecular Biology Laboratory. On va faire connaissance avec ces organismes, parce qu'on l'a compris, vous avez vraiment un regard extérieur, vous faites de la recherche dans des organismes qui sont autres que le CNRS. Et enfin, Dominique Lambert, philosophe des sciences, professeur ordinaire à l'Université de Namur et membre de l'Académie royale de Belgique. Donc ce premier tour de table, si vous le voulez bien, eh bien, ce serait pour connaître un peu ces organismes dans lesquels vous travaillez. Peut-être avec vous, Ursula Bassler, le CERN qu'on connaît, hein, qui est à la frontière franco-suisse. Comment c'est géré? Quels sont les points communs et puis peut-être les différences avec le CNRS? Donc bonjour, merci beaucoup. Le CERN, c'est une organisation internationale, ce qui est très différent du CNRS. Et quand je fais référence à ce que Hélène Langevin vient nous dire, il était créé à la sortie de la guerre, hein, où effectivement les relations entre les scientifiques en Europe n'étaient pas faciles, d'une côté, et d'autre part, où on voulait aussi empêcher le brain drain des scientifiques vers les États-Unis. Donc le CERN s'est constitué vraiment comme une organisation multilatérale à la base, avec l'idée aussi que pour les instruments dont on a besoin pour construire, pour faire la science qu'on voudrait faire vers les infiniment petits, on avait besoin de mettre nos moyens ensemble, parce que chaque pays ne pouvait pas se permettre de construire les machines, les accélérateurs, les détecteurs de sa propre part. Et donc, depuis 1954, quand le CERN a été créé, donc, il a évolué pendant plus de 60 ans pour construire les accélérateurs comme le LHC aujourd'hui, avec ses grandes collaborations internationales. Et là, il faut voir aussi comment il travaille, quoi. C'est-à-dire le CERN comme organisation n'est pas tellement une organisation scientifique, en fait. Sur les 2500 personnes qui travaillent au CERN, il y a une petite centaine de physiciens. Mais tout le reste des personnes, c'est en fait des ingénieurs, chercheurs, techniciens, aussi des supports administratifs pour accueillir en fait les 13 000 scientifiques du monde entier qui viennent travailler au CERN. Et ces utilisateurs, c'est eux qui construisent les expériences sur une base de best effort, c'est-à-dire chacun amène ce qu'il peut se permettre à construire dans son pays pour le mettre ensemble et pour ensuite sortir la science. Comment on décide de ces chercheurs venus du monde entier qui viennent utiliser ce matériel, cet instrument gigantesque que sont ces accélérateurs de particules? Comment vous les sélectionnez? On imagine qu'il y a plus de demandes que de places à proposer. Ah non, on ne les sélectionne pas, hein. C'est eux qui viennent Oui. Et on les accueille, point. D'accord. Tout le monde peut se présenter. Il n'y a pas de dossier pour venir faire sa recherche si vous voulez devenir employé du CERN, là, c'est une autre question. Mais si vous voulez être utilisateur, il faut que vous fassiez partie d'un groupe universitaire ou d'un laboratoire national ou quelque chose comme ça. Et vous vous inscrivez dans une expérience qui est reconnue par le CERN sur laquelle vous souhaitez travailler. Très bien. Alors, on aura l'occasion de discuter un peu plus exactement de justement ce que cette position... Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, peut-être, vous m'avez demandé les similarités oui.
avec le CNRS. Ce qui est peut-être similaire un peu au CERN, au CNRS, au moins dans certains instituts, c'est une sorte de continuité des moyens. C'est-à-dire le budget du CERN et une contribution de ses États membres qui est donnée par rapport au GDP de chacun des pays. Et elle est relativement constante. C'est ce qui donne au CERN la latitude de vraiment penser comment il envisage son futur et comment il veut employer ses moyens au meilleur service de la science. Jean-Jacques Hublin, paléoanthropologue, alors directeur de l'Institut Max Planck d'anthropologie. Il y a plusieurs instituts Max Planck en Allemagne. Quelle est la spécificité, là encore, de cet institut? Puis vous nous direz pourquoi vous avez fait ce choix, parce que vous avez commencé au CNRS, pourquoi vous avez fait ce choix de quitter le CNRS pour rejoindre cet Institut Max Planck? Oui, d'abord, je voudrais préciser que je ne suis pas directeur de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire, mais directeur à l'Institut, parce qu'il y a plusieurs directeurs. Alors, d'abord, comme vous l'avez dit, j'ai commencé ma carrière au CNRS, et même si j'ai un regard parfois un peu critique sur le CNRS, je lui voue une grande reconnaissance éternelle, parce que c'est une institution qui m'a porté dans mes premières années de chercheur et à laquelle je dois beaucoup. Alors, la société Max Planck, en fait, est l'héritière d'une autre société qui a préexisté en Allemagne dans la première moitié du XXe siècle, qui s'appelait Kaiser Wilhelm Gesellschaft, la société du Kaiser, l'empereur Guillaume, et qui était un projet qui avait débuté avec la création d'un institut de physique à Berlin. En gros, les Allemands voulaient leur Oxford à Berlin, c'était ça l'idée, et qui a été bâti sur l'idée de ce qu'on appelle en allemand le Persönlichkeitsprinzip, c'est-à-dire on va recruter un chercheur de très haut niveau, et puis on va lui donner tous les moyens et carte verte pour monter ce qu'il veut. Et donc cet institut a connu un grand succès, à des grands physiciens, à Max Planck, Einstein, d'autres. Et c'est sur les ruines de cette institution qui s'était étendue à toute l'Allemagne au moment de la guerre que s'est construit la société Max Planck, dont le premier directeur a été Max Planck, justement, après la guerre. Donc c'est une société qui... D'abord, ce qui est important à préciser, c'est que en France, le CNRS, c'est vraiment l'organe, j'allais dire, central qui s'occupe de recherche fondamentale dans tous les domaines de la connaissance. Évidemment, il y a l'INSERM, des choses comme ça, mais enfin, le CNRS, disons, dans les sciences en général et dans tous les domaines de la connaissance, est présent. En Allemagne, il y a plusieurs institutions de ce type. Donc, il n'y a pas que la société Max Planck, il y a la société Leibniz, la fondation Humboldt, enfin, on a parlé de quelques autres, il y en a Fraunhofer, etc. Il y en a pas mal. Certainement, la société Max Planck est peut-être celle qui est la plus visible. C'est une structure qui, au point de vue budget, taille, est un peu plus petite que le CNRS. En budget, c'est à peu près les 2/3, un peu plus des 2/3 du budget du CNRS. Et une grande différence avec le CNRS, c'est que justement, c'est une société qui ne prétend pas être présente dans tous les domaines de la connaissance. Et donc, justement, en reprenant les fameux Persönlichkeitsprinzip de la Kaiser Wilhelm Gesellschaft, l'idée, c'est de créer des instituts qui sont des instituts où on va attirer des chercheurs de disciplines très diverses autour d'une question. Donc ce ne sont pas des instituts disciplinaires, ce sont des instituts qui sont construits autour d'un sujet scientifique dont on pense qu'il va être un sujet brûlant, qui va se développer beaucoup dans les années qui viennent. Et donc, par exemple, votre institut, c'est quoi la question? Alors, si ce n'est pas une thématique, ce n'est pas l'anthropologie, c'est quoi la question? La question, c'est qu'est-ce qui fait que l'homme est différent des autres créatures? C'est ça la question. Ouais, c'est sûr qu'il y a du boulot là, du coup. Oui, il y a du boulot. Non, mais je peux vous donner un autre exemple. Il y a un institut que je connais un petit peu, qui est à Munich, qui s'occupe de aging, donc le vieillissement. Donc dans cet institut, il y a plusieurs départements, et il y a aussi bien des biologistes que des spécialistes du droit.
ou des sociologues. Donc on fait venir des gens d'horizons très différents. Et ces instituts et les départements qui les composent sont des structures, enfin j'allais dire ça de façon un peu brutale, mortelles. C'est-à-dire que l'idée, c'est une idée de projet, c'est pas l'idée de construire quelque chose qui va durer pour l'éternité. Et donc, quand on considère que ces questions sont soit résolues, soit moins intéressantes, eh bien, voilà, on peut très bien recycler un département ou un institut dans autre chose. Un exemple récent, un institut qui s'occupait de droit à Iéna a été arrêté au départ en retraite de ses directeurs, et la structure est devenue un institut qui fait de l'archéologie et de l'archéogénétique. Je donne cet exemple. Alors maintenant, toujours en suivant ce Persönlichkeitsprinzip, on recrute des directeurs en espérant qu'ils sont très bons. Dont vous étiez. On espère qu'ils sont très bons parce qu'une fois qu'ils sont recrutés, voilà, il n'y a pas beaucoup de retour en arrière possible, si je peux dire. C'est un contrat, c'est-à-dire que quand vous êtes recruté, c'est l'équivalent de fonctionnaire, c'est à vie, c'est pas sur un contrat à durée déterminée. Alors c'est une société privée qui fonctionne avec des budgets publics en grande partie, mais de droit privé. On n'est pas fonctionnaire à la société Max Planck. Mais c'est des contrats quand même à durée déterminée. On a un contrat professionnel en tant que professeur qui est un contrat à vie, enfin à vie, jusqu'à la retraite en tout cas. Et puis ensuite, comment dire, en tant que directeur, en général, là il y a un contrat de 6 ans qui est renouvelé tous les 6 ans. C'est-à-dire si le directeur vraiment déraille, il y a quand même une porte de secours qui est de lui laisser son salaire et son poste de prof, mais de trouver un autre directeur. Alors c'est un mode de fonctionnement qui est très différent de ce que moi j'ai connu au CNRS quand j'étais directeur d'une unité. C'est un principe, je dirais, entrepreneurial. C'est-à-dire qu'en gros, quand on est recruté comme directeur, il y a une négociation avec le président où on explique les besoins qu'on a pour mener un projet à long terme. Et il y a un budget qui est arrêté. On négocie son salaire. Pour moi, ça a été une grande nouveauté, parce qu'au CNRS, à l'université, ça ne m'était jamais arrivé. C'est-à-dire qu'au CNRS, à l'université, c'est des grilles et il n'y a pas moyen de trop manœuvrer. Enfin, j'ai pas l'impression. C'est une question. Ça a énormément changé depuis que j'ai quitté la maison. Mais donc voilà, on négocie des tas de choses. Et puis à partir de ce moment-là, donc il y a un budget qui est donné à chaque département dans un institut, et le directeur, je ne dis pas qu'il fait ce qu'il veut, mais en gros, dans le fond, dispatche ce budget, fait des salaires, recrute des chercheurs, recrute des techniciens et consacre une partie du budget à de l'équipement, à des missions. Comme cela a été dit ce matin, d'ailleurs, une de mes grandes leçons de mon passage au CNRS a été surtout de ne pas consacrer plus de 60% de mon budget aux dépenses de personnel si je voulais pouvoir faire quelque chose. Et ensuite, il y a une évaluation qui se passe tous les 2 ans, 3 ans, ça dépend des départements. Donc ce sont des experts qui viennent de l'extérieur. Quand je dis de l'extérieur, c'est de l'extérieur de l'Allemagne. C'est pas juste de l'extérieur de la société Max Planck. Et sur la foi de cette évaluation, comment dire, les attentes sont assez élevées quand même en général. Donc il faut être très bon ou excellent, ou plus qu'excellent. On n'a pas trop envie d'entendre des critiques. Et donc cette évaluation elle a de l'importance parce que éventuellement la société peut corriger le tir un petit peu en matière de soutien. Et ça inclut d'ailleurs le salaire du directeur de la formation. Je vous pose une toute dernière question. En fait, je vous repose ma question, puis ensuite on finit le tour de table. Qu'est-ce qui vous, même s'il y avait des éléments dans ce que vous venez de nous dire, mais qu'est-ce qui fait que vous, qui étiez au CNRS, vous avez décidé d'aller en Allemagne? C'est parce que vous pouviez négocier votre salaire ou il y avait d'autres paramètres? Non, mais bon, alors il y a des facteurs personnels et puis il y a des facteurs scientifiques.
Donc, quand j'étais au CNRS et à l'université en France, j'ai eu l'occasion quand même de faire des séjours à l'étranger. Ça m'a donné l'occasion de découvrir d'autres environnements, aussi de rencontrer ma seconde épouse qui était américaine, qui me poussait beaucoup à émigrer, donc j'étais un peu sur le départ. Et puis, la société Max Planck est venue me chercher, j'allais dire à un moment où j'étais un peu mûr, si je peux dire. Pourquoi ? Parce que, dans le fond, j'avais l'impression que j'avais un peu épuisé les possibilités du système CNRS université, dans le sens que j'avais un projet qui demandait des moyens, qui demandait de pouvoir monter une équipe. Et ça, voilà, j'étais pas dans une situation où je pensais pouvoir le faire, c'est-à-dire de nouveau rassembler un grand nombre, disons 30, 40 personnes, spécialistes, qui ne soient pas forcément nés tous dans une région française, mais d'un peu partout, en leur offrant des conditions attractives et avec des besoins en matériel, en équipement assez significatifs. Et donc voilà. Vous n'avez jamais regretté ce choix, contrairement à Alain Cohn qui disait il a quitté le CNRS puis après il a eu envie d'y retourner. Est-ce que c'est votre cas? Si, j'ai regretté d'avoir quitté le CNRS quand je suis allé à l'université parce que c'était pire. Mais heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Parce que bon, à l'université, oui, alors là, en plus, il y avait l'enseignement et c'était pas évident de tout mener de front. Non, moi, je suis très reconnaissant, donc je l'ai dit au CNRS, ouais. Je suis très reconnaissant aussi à la société Max Planck parce que à un moment de mon développement, je dirais, personnel, elle m'a offert les moyens de faire ce que je voulais faire à ce moment-là. Et pas dans un avenir un peu brumeux, mais immédiatement. Edith Heard, vous êtes directrice générale de l'EMBL, l'European Molecular Biology Laboratory. Quelles sont les spécificités de cette structure? Et là encore, même question par rapport au CNRS. Oui, alors, merci de m'avoir invitée aujourd'hui. C'est un plaisir, non seulement parce que je suis récemment directrice générale de l'EMBL, mais aussi ancienne chercheuse CNRS, et je suis très attachée au CNRS, donc c'est important pour moi aussi de pouvoir parler de ce point de vue personnel. Mais pour l'EMBL, en fait, c'est très bien qu'on a eu l'introduction du CERN, parce qu'en fait, l'EMBL est la jeune sœur de CERN, créée en 1974 sur la même philosophie pour contrer la fuite des cerveaux à l'époque vers les États-Unis, mais en biologie, et plus particulièrement la biologie moléculaire qui était en plein explosion et qui est toujours. Et donc l'idée, c'était, les 10 États membres ont décidé de former cette organisation sur la base de recherche et de services pour l'Europe en biologie. Et donc le premier site est toujours à Heidelberg. Et cette organisation maintenant est faite, il y a six sites différents. Il y en a 2 en Allemagne, il y a Heidelberg et Hambourg. Il y a un site à Grenoble en France. Il y a aussi le site de bioinformatique et de génomique au Royaume-Uni, à Hingston, près de Cambridge, qui s'appelle le EBI, Humble EBI, qui est European Bioinformatics Institute. Alors, si on peut éteindre la radio qui s'est mise en marche, ça va. Merci. Il y a aussi un site à Rome, à Monterotondo, qui est plus focalisé sur la recherche en épigénétique et neurobiologie. Et puis, le site le plus récent est à Barcelone, et qui est dédié à tout ce qui est développement des tissus organoïdes. Alors, actuellement, il y a 26 pays membres qui contribuent à l'EMBL. Comme le CERN, en fait, ces pays membres contribuent tous les 5 ans, un programme sur 5 ans, en fait, qui est voté par un conseil, le Humble Council, et qui est fait des délégués de chaque pays membre et qui doit décider si le programme proposé est apte pour les prochains 5 ans de fonctionnement.
Et c'est, en fait, il y a quand même quelques différences avec le CERN et des choses parallèles avec le CNRS, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs, il y a aussi des ingénieurs, mais la mission principale de l'OMBEL est quand même la recherche et la recherche d'excellence. Ce qui est très spécifique à l'OMBEL, ou c'était à l'époque, c'était la jeunesse et la dynamique. C'était d'attirer les jeunes scientifiques qui sortaient juste de postdoc en général pour monter leurs équipes, rester 5 ans, maintenant c'est 5 à 9 ans, et ensuite partir. Donc il n'y avait pas de recrutement permanent. Ah oui. L'idée était de irriguer le paysage européen ou mondial avec ces jeunes talents qui étaient bien formés et qui avaient fait leur premier pas d'indépendance à l'EMBL. Alors je me permets cette question parce qu'effectivement dans la première table ronde ce matin, on se demandait, on disait effectivement que les jeunes chercheurs n'étaient pas toujours bien accueillis et on ne leur donnait pas la possibilité d'exprimer tous leurs talents. Puisqu'apparemment cet organisme a pour vocation de faire venir la jeunesse, alors, avec quoi vous les attiriez à vous et quelles conditions vous leur offriez? Alors c'est très intéressant parce que finalement ce modèle EMBL, et quelle est l'attractivité? En fait, c'est déjà juste l'excellence, donc c'est des endroits, des laboratoires où il y a de la recherche excellente avec des infrastructures et des plateformes qui sont très performantes et qui sont totalement accessibles. Il faut dire aussi que des plateformes et les infrastructures de l'OMBL sont au service de l'Europe. Ce n'est pas que pour les jeunes équipes qui sont accueillies. Donc ça, c'est une autre mission de l'OMBL. Mais pour revenir sur la capacité d'attirer les jeunes, en fait, c'était des packages conséquents. Et puis, cette exigence d'excellence et l'exigence de partir. Et donc, en fait, cette période au début de leur carrière est très dynamique et permet ensuite de passer à un autre niveau, à un niveau plus élevé, mais ailleurs. Cette mobilité est absolument essentielle en sciences et en biologie en particulier. Je pense que c'est très important. Et il faut dire que le CNRS a mis en place le programme ATIP pour les jeunes chercheurs, et donc c'était Claude Paoletti, Alain Prochian, Daniel Louva, et qui était inspiré par l'EMBL. Daniel Louva, qui était tout récemment le directeur de l'Institut Curie pendant très longtemps, Daniel Louva avait passé 5 ans à l'EMBL où il était chef d'équipe. Il a réalisé la puissance de ce modèle, et quand il est revenu en France, il a participé à ce think tank pour mettre en place l'ATIP. Et je dois dire que pour moi, c'était vraiment un changement total dans la manière que la recherche en biologie fonctionnait en France. On a bien vu la différence quand les jeunes pouvaient effectivement devenir indépendants relativement tôt avec des moyens pour monter leur équipe. Jean-Jacques Hublin, vous vouliez réagir? Oui, juste ajouter un point justement pour prendre la suite de ce qui vient d'être dit et que j'ai oublié de préciser dans mon intervention. Oui, au sein de la société Max Planck, il y a exactement le même genre de modèle, c'est-à-dire dans le fond d'essayer d'attirer des jeunes chercheurs, même des gens qui sortent de leur thèse ou qui ont fait un postdoc, pour leur proposer, alors c'est une compétition, hein, c'est un concours en quelque sorte, mais leur proposer un package significatif avec de l'argent pour mener une petite équipe pendant 4 ans, 5 ans, avec à terme, pareil, hein, l'idée qu'ils vont partir, trouver une position avec tenure quelque part. Edith Heard, vous avez dit que vous aviez commencé au CNRS. Aujourd'hui, du coup, vous êtes en détachement par rapport au CNRS ou vous êtes toujours payé par le CNRS? J'ai déjà bougé du CNRS quand je suis devenue professeure au Collège de France. Ah oui. J'étais fonctionnaire au CNRS et après, je suis devenue professeure au Collège de France. Donc, je reste professeure au Collège de France, mais je suis aussi directrice de l'EMBL. Et la France fait partie de l'EMBL, et l'EMBL appartient aussi à la France. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Je pense que pour ces organisations européennes, de maintenir cette capacité de toucher à tous les États membres qui font partie de leur circonférence. Mais donc, moi, j'ai été recrutée en 1993 au CNRS. Juste après mon postdoc, je suis britannique, je suis venue de Royaume-Uni pour faire mon postdoctorat à l'Institut Pasteur.
Et je dois dire quand même que pour moi, le CNRS était la raison pour laquelle, je pense, j'ai réussi dans ma carrière. Parce que j'aurais pu retourner au Royaume-Uni à cette époque. En 1993, j'avais une offre à Cambridge, en fait. Et j'ai réalisé, en regardant autour de moi mes collègues, même âge, même génération, que c'était très, très difficile pour les jeunes chefs d'équipe d'arriver à rester en sciences tout en fondant une famille. Et on ne pouvait pas forcément prendre des risques en sciences s'il fallait produire au bout de 5 ans et puis il n'y avait pas la possibilité de permanence. Donc je fais le choix de rester en France, un peu presque naïvement, mais en fait je réalise que c'était vraiment le choix qui m'a permis de faire tout ce que j'ai fait. Parce que j'avais cette stabilité avec ce poste qui m'a permis de travailler à plein temps, faire des enfants, oui, continuer ma recherche et puis ensuite continuer. Mais alors, pardon, ils ont quel âge les jeunes que vous attirez vers vous à l'EMBL? Parce que vous m'avez dit justement, le contrat, c'est vous venez, mais vous ne resterez pas. Donc la stabilité dont vous avez profité, vous ne leur offrez pas à ces jeunes? Un point très important, parce que à l'époque, c'était beaucoup plus facile de partir à l'EMBL, faire 5 ans de recherche et revenir en France avec un poste ou avoir un poste et du coup continuer en montant un laboratoire ici, ce qu'a fait Daniel Houvard, par exemple. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a moins de postes et parce que cet âge de productivité au début de la carrière est maintenant un peu plus grande. On a besoin de plus que 5 ans en général, c'est plutôt vers 9 ans. Et donc là, c'est très difficile, je pense, pour ces jeunes et un peu moins jeunes scientifiques de revenir en France. Donc ça, c'est un point que j'aimerais bien discuter, peut-être pas aujourd'hui, mais à l'occasion. Si, certainement, on finit le tour de table et ensuite on va en discuter effectivement. Dominique Lambert, philosophe des sciences, professeur ordinaire à l'université de Namur, c'est comme ça qu'on dit dans votre université. Parlez-nous un peu de la science en Belgique, comment est-elle organisée? Bien, je pense que la science, d'abord merci pour l'invitation, c'est vraiment un plaisir d'être ici. Mais la science a une organisation un peu similaire à celle d'ici. Nous avons une sorte d'équivalent un peu plus âgé, puisqu'il a 90 ans, le FNRS, et la version néerlandophone, qui est organisée de la même façon. Peut-être que historiquement, l'origine est un peu différente, puisque c'est plutôt des fonds privés, même si c'est une volonté de l'État belge au départ de féconder l'industrie belge par des recherches fondamentales. Et je pense aussi qu'a joué dans l'origine du FNRS les fameuses conférences Solvay, qui ont soutenu d'une certaine manière cette idée de la recherche fondamentale et qui ont impulsé quelque chose au FNRS. Donc nous avons quelque chose de tout à fait similaire. Et en général, les personnes qui veulent une carrière de recherche avec un temps suffisant pour la recherche fondamentale se dirigent vers le FNRS. Et puis nous avons de fait les structures des universités avec une charge d'enseignement beaucoup plus conséquente. Et de fait, c'est ce que Alain Cohn évoquait tout à l'heure. C'est important et c'est intéressant de partager le savoir, c'est important. Mais c'est vrai aussi qu'à un certain moment, quand le volume d'enseignement est important, ça risque de grignoter le temps de recherche, et nous avons ce problème-là dans les universités. Alors, bon, ma trajectoire, disons, mon regard à partir de la Belgique sur le CNRS, c'est que, dans le fond, il y a quelques jours, une des personnes qui avait joué un rôle majeur dans le FNRS, Madame Simoun, qui était présidente du Collège belgique, me disait que quand on regarde les publications des chercheurs belges, on s'aperçoit qu'en fait, une grande majorité des collaborations sont des collaborations avec des laboratoires du CNRS. Et en fait, je ne m'en étais pas aperçu plusieurs fois dans ma propre carrière. En fait, j'ai bénéficié du CNRS à titre personnel. C'est-à-dire que, dans le fond, à plusieurs moments, ce sont des gens du CNRS qui m'ont ouvert des perspectives et qui m'ont permis de faire le travail que j'ai fait. Ouais. Vous n'en étiez pas aperçu, c'est-à-dire que vous n'aviez pas réalisé ce point commun qu'avaient tous vos interlocuteurs ou tous vos partenariats, c'est ça? Ça s'était passé de manière tellement
naturel qu'après coup, je me suis dit, oui, mais tous ces moments clés, il y a quelque chose du CNRS qui était présent. Alors je donne un exemple. Donc moi j'avais commencé ma carrière comme physicien théoricien au FNRS, mais il me semblait que là je manquais un peu de liberté, parce que moi ce n'était pas tellement le temps de recherche, mais je voulais faire plusieurs choses à la fois. Donc je voulais continuer en physique théorique, mais la philosophie et l'histoire des sciences m'intéressaient, mais on m'avait dit, bon, on ne peut pas courir 2 lièvres à la fois. Or, moi, il me semblait que je ne serais pas satisfait si je ne courais pas après 2 lièvres. Bon, et j'ai quitté le FNRS et j'ai trouvé une structure à Namur qui était un département qui avait été fondé par 2 personnes, un physicien théoricien de Rutgers et un mathématicien qui avait passé une partie de son temps au laboratoire de Louis Le Prince-Ringuet au Collège de France, et qui en plus avait fait une thèse avec de Certeau, dont on a évoqué le nom tout à l'heure, M. Amadieu l'a cité. Et ces 2 personnes s'étaient dit, nous allons constituer un département de philosophie, mais à l'intérieur d'une faculté des sciences, avec comme exigence de demander aux philosophes d'avoir un doctorat en physique ou en biologie. Et j'ai trouvé dans ce département un espace de liberté. Je n'avais pas de contraintes ni de temps, ni de sujet. Et j'ai rencontré, grâce à cette structure, curieusement, un chercheur de l'IN2P3 de Lyon, Maurice Kibler, physicien théoricien. Et dans les discussions que nous avons eues, il m'a dit, mais si ça t'intéresse, ben voilà, tu peux venir à Lyon. Et je suis parti à Lyon. Donc j'ai travaillé dans un lieu du CNRS, tout en ayant quitté le FNRS, pour un département de philosophie qui appartenait à une faculté des sciences. Alors, dans ce contexte-là, je dois ma thèse en physique théorique, dans le fond, à un lieu de philosophie dans lequel j'ai rencontré quelqu'un du CNRS. Donc, j'en ai gardé, si vous voulez, de cela, j'ai gardé quelque chose d'intéressant. Je me suis dit, ces contacts m'ont appris une sorte de véritable interdisciplinarité, mais pas cette interdisciplinarité molle qui consiste à renoncer à l'exigence de la discipline, mais plutôt à une sorte de création de lieux qui permettent les croisements des savoirs. Et ça, j'en ai beaucoup retenu de ces contacts avec les différentes personnes du CNRS, parce que je croisais, et on ne pense pas, on a parlé de liberté, de temps, de confiance, je crois que c'est fondamental. Les gens m'ont fait confiance, m'ont donné de la liberté et du temps, mais il y a aussi la pensée d'une sorte de topologie des réseaux qui permettent aux gens de se croiser, des lieux où les gens se frottent et découvrent les langages des autres. Et ça, au contact, si vous voulez, des différents labos du CNRS, d'abord en physique et puis après en philo, d'une certaine manière, j'ai découvert ça. Jean-Jacques Hublin. Oui, là on est en train de parler de différentes structures européennes ou nationales comme le Max Planck. Je pense quand même qu'il faut bien souligner le fait que, au moins à l'échelle de l'Europe, ces structures, elles se connaissent, elles ont des liens, même des liens, je crois qu'il y a une convention entre le CNRS et puis la société Max Planck. Et donc, j'allais dire au quotidien, ces équipes, ces chercheurs, ils collaborent, ils bougent d'un labo à un autre, et donc ils représentent dans une discipline souvent une communauté qui se connaît assez bien, qui travaille ensemble. Et je pense qu'une des questions qui se pose, c'est comment encourager la mobilité, dans le fond, entre ces structures à l'échelle européenne, en même temps en garantissant justement cette stabilité, cette sécurité qui est nécessaire pour la vie des individus, leur vie de famille, leur vie professionnelle, avoir des enfants, etc. Un des problèmes, moi, auxquels je suis exposé de façon récurrente, c'est que donc on a beaucoup de chercheurs qui sont en CDD, donc qui viennent chez nous pour 3 ans, 4 ans, 5 ans. Bon, on les jette pas dehors. Moi, j'essaie d'être sûr qu'ils ont un point de chute tout à fait favorable autre part avant d'arrêter leur contrat. Mais c'est vrai que, par exemple, rentrer au CNRS quand on a fait un périple ailleurs, en Europe, c'est pas toujours évident. C'est-à-dire, si on ne se présente pas au bon âge, dans la bonne case, au bon moment,
c'est pas évident. C'est quoi le bon âge et la bonne case? C'est quoi le bon non, timing pour rentrer au CNRS? En gros, la voie normale au CNRS, c'est quand même d'être recruté comme chargé de recherche quand on est assez jeune, entre guillemets, et ensuite mener une carrière. Bon, on reste ou on reste pas, mais la plupart restent. C'est un peu moins évident, disons, en cours de parcours. Quelqu'un qui aurait 45 ans, qui aurait un job chez nous et qui viendrait se candidater devant une section du comité national en disant « je veux être recruté au CNRS », même quelqu'un de très bon. Nous, on a eu récemment l'expérience de 2 chercheuses qui avaient toutes les 2 cette année obtenu une ERC, c'est-à-dire c'est un contrat dont on parle, qui toutes les 2 ont envisagé de venir en France et de rentrer au CNRS. Il y en a une qui... En gros, le problème, c'est le mode de fonctionnement de recrutement des chercheurs au CNRS fait que c'est très difficile de garantir à quelqu'un comme ça, qui vient s'installer dans un laboratoire avec son ERC, lui garantir qu'il va rentrer au CNRS, qu'il va avoir un job à vie. Et donc ces gens-là, s'ils ont le choix entre ça et autre chose, là, dans le cas présent, il y en a une qui court le risque, si je peux dire, et l'autre qui est partie ailleurs. Parce que, donc, la mobilité, c'est souhaitable, mais c'est pas facile à organiser. Alors vous dites, il faudrait favoriser la mobilité au sein de ces différentes structures. Concrètement, des débuts de piste, comment on améliore ça? Comment on permet aux jeunes chercheurs et aux moins jeunes cette fluidité entre les différentes structures sans risque de se retrouver sur le carreau? Je pense que, encore une fois, ça tient essentiellement aux procédures de recrutement. C'est-à-dire qu'il y a des structures qui sont beaucoup plus flexibles en matière de recrutement que d'autres. Il y en a où, en gros, quel que soit l'âge et le niveau de développement personnel, on peut éventuellement trouver sa place. Plus on avance dans la carrière, moins ça devient évident. Et se rajoute un problème qui a été soulevé par Serge Haroche ce matin, c'est que pour des gens qui sont des scientifiques, disons, avancés dans leur carrière et qui ont une grande visibilité internationale, ils sont sur un espèce de mercato où là, ils vont commencer à comparer les offres qu'on leur fait à droite et à gauche. Et ça serait important pour le CNRS ou d'autres structures françaises de faire des offres qui soient compétitives avec ce que, je sais pas quoi, les Suisses, les Allemands ou les autres peuvent proposer. Éditeur. Oui, je voulais rajouter à ça, je pense qu'effectivement, il faut imaginer peut-être un système un peu plus flexible par rapport à ces postes et avec la possibilité des gens de pouvoir postuler ailleurs tout en ayant un poste éventuellement compétitivement comme c'est le cas actuellement, mais de pouvoir le reprendre à l'étape de leur carrière qui est relevante. Ce n'est pas quelque chose qui est actuellement facile ou possible, mais à creuser. L'autre point que je voulais soulever, qui était justement une discussion qu'on a eue hier, quand il y a certains professeurs du collège qui sont venus à l'EMBL pour discuter justement de divers liens entre la France et l'EMBL, il s'agit aussi des ingénieurs, par exemple. Le CNRS recrute des ingénieurs. Il faut voir que, en tout cas pour l'EMBL, un de leurs missions, c'est vraiment service. Donc, ils peuvent former les ingénieurs, ils peuvent accueillir des ingénieurs pendant quelques années pour leur donner une nouvelle formation. Et je pense que cette sorte de souplesse et flexibilité, fluidité est très importante. Et c'est peut-être là où c'est difficile actuellement. Mais je voulais quand même dire un mot positif. Oui. C'est que moi, j'ai constaté quand j'étais directrice d'unité CNRS, unité mixte CNRS INSAM Curie ici, jusqu'à l'année dernière, quand on lançait des appels d'offres justement pour ces jeunes équipes qui venaient et qui obtenaient très souvent un financement à type Avenir, on était en compétition avec, par exemple, les instituts Max Planck. Et on arrivait à garder ces candidats parce qu'il y avait cette stabilité éventuelle qu'on ne pouvait pas trouver. Parce que quand on va en Max Planck, au bout de 9 ans, je pense, il faut partir. Et c'est difficile, je pense, Oui, enfin, il faut accepter que ça, c'est quelque chose qui vraiment est attractif en France, même si les salaires sont clairement très différents. Et je pense que
aujourd'hui, on commence à sentir que malgré cette stabilité, le niveau des salaires... Alors, qu'est-ce qu'on entend par très différent? On est sur un facteur 2, 10, 20 2, je pense. 2. Et puis, 2 minimum, on me souffle sur la gauche. Et puis, ces postes, on est chercheur, CR, pour quelqu'un qui revient après avoir eu une équipe qui est déjà directeur d'équipe, qui devrait être DR, il y a très peu de postes, en fait. Donc, c'est très difficile, non seulement au niveau du salaire, mais au niveau de progression de salaire. Oui. Je comprends. Ursula Bassler, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais juste dire que c'est quand même possible. Moi, j'ai vu des cas dans notre institut où on a recruté des gens de relativement haut niveau qui sont venus après avoir été au Japon dans des expériences, etc., etc. Des fois, quand il y a une volonté de le faire, on arrive même au CNRS. Alors, peut-être une chose qu'on n'a pas assez soulignée, c'est que le CNRS, c'est très divers quand même, parce que ça recouvre tellement de disciplines, tellement de communautés scientifiques, que c'est assez difficile quand même d'énoncer comme ça des grandes règles, des vérités, des jugements. Et d'ailleurs, moi, personnellement, je parle pour ce que je connais, c'est-à-dire j'ai été chercheur dans le département SHS, dans une section particulière, j'étais membre du comité national dans cette section, j'ai été directeur scientifique adjoint dans cette section, je pense que je connais assez bien le business dans ce coin-là du CNRS. Je suis persuadé que en maths, en physique, les gens qui travaillent sur des grands équipements sont dans un monde un peu différent quand même. Je voudrais vous demander, puisque on l'a compris, c'était intéressant d'avoir cet aspect d'abord de vos univers de recherche actuels, mais puisque vous êtes à l'international, puisque vous, notamment Ursula, vous avez aussi travaillé aux États-Unis, enfin vous avez, avant de vous installer sur le CERN, même si votre laboratoire est en France, quel regard porte, alors là aussi il va falloir pas être trop langue de bois pour que ce soit intéressant, quel regard porte la communauté scientifique internationale sur la recherche en France et plus particulièrement sur cet organisme de recherche qu'est le CNRS? Est-ce que c'est un endroit qui fait rêver, qui intrigue, qui a des particularités remarquables à l'échelle internationale, au bon et au mauvais sens du terme? Qui veut se lancer? Ursula Bassler. Quand je pense à des grandes expériences internationales comme on les fait au CERN, on les fait en physique des particules à d'autres endroits, une des forces du CNRS, c'est vraiment qu'il a une mission nationale. C'est-à-dire, il coordonne ses équipes, c'est pas juste un seul labo avec lequel le CERN négocie, mais c'est pour un ensemble, pour quasiment, hormis le CEA, pour 80% de la communauté scientifique sur une thématique. Et ça, c'est une réelle force du CNRS. Pas juste pour rentrer dans un projet, mais aussi ensuite pour coordonner les activités de ces équipes, pour qu'il y ait une contribution cohérente, d'assurer ensuite une animation scientifique aussi à l'intérieur, à une échelle, j'aime pas dire nationale, je dirais plutôt locale, c'est-à-dire de proximité, quoi. Et là, je crois qu'il y a vraiment une grande force. Ce que Edith a mentionné, les ingénieurs techniciens au CNRS, c'est extrêmement précieux. Ils sont reconnus d'être de grande qualité et le CNRS permet aussi, justement pour des contributions techniques, de faire un suivi de projet à l'échelle nationale pour être sûr que les contributions arrivent en temps, en heure et dans les budgets, quoi. Donc, je crois là-dedans réside quand même une des grandes forces du CNRS pour assurer, à mon avis, une visibilité des chercheurs français plus forte que la contribution financière du CNRS. Ouais. Oui, c'est le paradoxe que soulevait Alain Prochian dans l'introduction, le classement de la France dans la recherche mondiale et finalement le budget relativement restreint qui est alloué à la recherche. Quand on regarde justement différents systèmes, on parlait ce matin du système anglo-saxon versus un système... c'est pas qu'en France que ça se passe comme ça non plus, mais il y a vraiment, à mon avis, une sorte d'efficacité qui est assurée qu'il n'y en a pas partout ailleurs, quoi. Ouais. Aussi par le mélange des équipes enseignants-chercheurs et chercheurs à plein temps. Dans les collaborations internationales, quand vous avez un site en Allemagne, aux États-Unis, etc., la mobilité est importante, c'est-à-dire il faut que vous pouvez vous déplacer rapidement pour faire quelque chose. Ce n'est pas toujours facile pour les enseignants-chercheurs.
Et si vous travaillez dans une équipe commune, les chercheurs y vont, mais ils ramènent quand même l'information, c'est ce qu'il faut savoir, le lien nécessaire au sein de leurs universités, de leur laboratoire mixte. Alors sur l'image du CNRS et de la recherche française à l'étranger, Edith Heard. Oui, je rejoins tout à fait ce qui a été dit là. Je pense que le point peut-être pour moi qui est frappant, c'est ce soutien de la recherche fondamentale et qui va dans la direction où il faut aller sans être coincé, on va dire, par les modes ou les aspects politiques. Et ça, c'est quelque chose qui est très respecté à l'étranger. Je le savais déjà quand j'étais au Royaume-Uni et maintenant, je vois avec le Humbel, c'est pareil. Et je voulais juste citer un exemple d'un chercheur CNRS qui était à l'Humbel et qui a fait quelque chose que je pense dans beaucoup d'autres pays n'aurait pas pu avoir lieu. C'est Eric Arsanti, médaille d'or du CNRS, qui a monté ce projet Tara Océan, avec ce voilier bateau qui parcourt les océans et qui fait des études. Et lui, il dit que c'est le CNRS quand même qui était derrière sa carrière. Il a passé plusieurs années à l'EMBL et c'était l'EMBL qui lui a donné un peu le coup de pouce pour que ça puisse se faire. Et je pense que c'est ça le CNRS et c'est ça l'EMBL aussi, cette capacité de sortir des frontières et de partir vers des nouveaux horizons sans faire que la recherche appliquée ou la recherche biomédicale quand il s'agit de biologie. Aujourd'hui, c'est très difficile. La biologie, très souvent, est biologie biomédicale. Et je trouve que le CNRS arrive à maintenir cette importante force de soutenir la biologie fondamentale qui peut avoir des applications. Dominique Lambert. Oui, moi je voudrais aller dans le même sens. C'est l'image que l'on a en Belgique du CNRS, c'est finalement des espaces où peuvent être conservés justement, disons, la liberté de recherche fondamentale. Nous, on regarde toujours avec un petit regret de ne pas avoir autant d'espaces protégés pour une recherche fondamentale, pour pouvoir rêver, inventer des concepts, comme disait Alain Cohn, pour avoir le temps de faire des choses. Donc, pour nous, il y a quelque chose, et c'est peut-être ce qui explique le fait qu'en Belgique, on a une tendance à collaborer aussi. C'est parce que ce sont des lieux, maintenant peut-être qu'ils sont des lieux à protéger, peut-être ils sont en danger, mais dans une société qui n'aime peut-être plus autant la recherche fondamentale ou qui essaye de la réduire, mais pour nous, de fait, il y a cet aspect-là. Quand on parle du CNRS dans les universités belges, les gens disent oui, là on fait de la recherche fondamentale. C'est intéressant d'avoir ce regard de l'étranger parce que de l'intérieur, on entend de plus en plus, en tout cas un certain nombre de chercheurs se plaindre justement de la part allouée à la recherche fondamentale. Et là, c'est intéressant de savoir qu'à l'étranger, cette image est encore présente de recherche fondamentale solide en France. Je pense qu'elle est à protéger. Je veux dire, si la recherche simplement serait en danger s'il n'y avait pas ces lieux-là. Et donc, pour nous, il y a un petit peu le symbole de ces lieux à protéger. Et si on ne le fait pas, c'est toute la recherche qui tombe. Alors, pour reprendre ce que vous disiez, nous, en Belgique, on a le souvenir du bathyscaphe qui avait donc de Picard, oui, de Picard qui avait exploré le fond des océans. D'abord initié dans le cadre du FNRS, mais qui est devenu CNRS. Le projet a basculé du FNRS au CNRS. Et ce qui est intéressant, c'est le bathyscaphe, c'est la recherche à la fois, on pourrait dire, fondamentale et appliquée, mais ça ouvre des horizons, et la recherche fondamentale ne fait qu'une avec une recherche aussi appliquée. Donc les recherches de Picard, c'était les recherches à l'Université de Bruxelles sur le rayonnement cosmique, etc. Mais en même temps, c'était la technologie qui faisait les ballons qui allaient dans l'ionosphère, le bathyscaphe qui allait à basse profondeur. Donc, je veux dire, c'est là où on voit, comment Alain Prochain rappelait, le lien à la technique, à l'outil, etc. Il y a un lien étroit. Mais si on supprime cette recherche fondamentale, si on avait supprimé la recherche de Picard, il n'y aurait pas eu cette exploration de la fosse des Mariannes, de la plus grande profondeur des océans. Donc l'image, on se souvient de ça dans notre imaginaire belge, mais on a d'une certaine manière, on regarde avec intérêt et peut-être avec envie ce genre
d'oasis de recherche fondamentale. C'est vrai que Picard, il avait inspiré l'univers belge à différents... Je crois que c'est lui qui a inspiré le professeur Tournesol à Hergé aussi. Picard. C'est d'ailleurs la seule chose que les étudiants retiennent d'un cours de cosmologie quand on parle de Picard. Je suis pire que vos étudiants. Vous vouliez dire quelque chose, Jean-Jacques Hublin? Oui, peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore dit, mais qu'il faut peut-être souligner, c'est que dans le fond, on parle du CNRS, on parle d'autres structures. Ces structures-là, elles ne flottent pas dans l'espace. Elles sont partie prenante de sociétés, d'ensembles culturels, historiques. Et donc, dans le fond, le CNRS, les qualités qu'on lui reconnaît et les critiques qu'on lui fait sont des qualités et des critiques qu'on pourrait faire à de nombreuses structures françaises, même à la France en général. L'intolérance à l'inégalité maladive, la quête de sécurité dans tous les domaines est permanente. C'est pas seulement chez les chercheurs du CNRS, ça se trouve partout dans la société. Et donc il n'y a pas de société parfaite, et il n'y a pas de société scientifique parfaite non plus. Et donc chaque système a ses avantages et ses inconvénients, et dans cette espèce de mercato dont je parlais tout à l'heure, dans le fond, les chercheurs connaissent assez bien ces différents aspects, ces différents traits. Et en ce qui concerne le CNRS, bon, encore une fois, moi je suis souvent exposé à des situations où des gens qui sortent de chez nous envisagent d'aller au CNRS ou ailleurs. Dans le fond, oui, cette sécurité, cette stabilité, c'est quelque chose qui fait l'envie de nombreux, surtout chez les jeunes chercheurs, de nombreux chercheurs. En même temps, ils savent que, qu'un salaire du CNRS à Paris, on ne peut pas vivre. Et donc ça fait partie de l'équation. Et aussi le fait que, par rapport à d'autres structures universitaires, par exemple, en Europe, il y a moins de marge de négociation pour essayer de trouver des solutions de transition. C'est un système qui est plus rigide, si je peux dire. Mais qui, malgré tout, vous semblez dire, même malgré ce salaire bas par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs dans d'autres pays, la sécurité de l'emploi, certaines libertés, peut-être la place de la recherche fondamentale, font que le CNRS reste attractif ou pas? Ah non, mais le CNRS reste attractif. Je veux dire, pour les chercheurs étrangers du monde entier. Non, mais effectivement, il y a parce que la vie d'un chercheur, évidemment, la recherche compte beaucoup, mais il y a la qualité de vie aussi qui compte. On n'est pas des robots à produire des publications à haut impact. Il y a une vie après le CNRS. Et donc, tout ça rentre dans l'équation. Un petit point sur la recherche mondiale. Aujourd'hui, ça bouge un petit peu. Les États-Unis se tassent, la Chine explose, le Japon s'est un peu effondré, et l'Europe dans tout ça, et la France en particulier. Dites-nous comment nous nous portons. Alors moi, je pense que c'est un moment d'opportunité. Ouais. Parce qu'effectivement, l'Europe maintient cet intérêt et respect pour la recherche. Il y a des très très bons chercheurs et moi j'en connais, qui seraient partis aux États-Unis par exemple, qui finalement ne le font pas maintenant à cause de la situation politique. Donc je pense que c'est un moment où l'Europe pourrait vraiment profiter, c'est terrible à dire, mais de ce moment de recueil de chercheurs et de synergie. C'est quelque chose qui était déjà fait avec CERN et avec l'EMBL, mais je pense que ça peut être répandu plus largement en Europe. Mais pour ça, il faut quand même qu'il y ait une concertation de la communication, de la mobilité. Et c'est là où je suis un peu inquiète, parce que, bon, d'un côté, on voit bien les pays nationalistes qui ferment un peu leurs frontières. Je ne parle même pas de mon pays d'origine, oui. Sinon je vais pleurer. Mais donc, en fait, je pense que à nous, et puis c'est un moment pour la France extraordinaire, je trouve, à nous d'aider, de faciliter ces liens, cette science sans frontières. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment protéger actuellement, parce qu'on risque de perdre beaucoup, ou
on risque ou on pourrait gagner beaucoup. Ouais. Donc pour moi, cette année, les 2-3 prochaines années sont absolument critiques et j'espère qu'effectivement le CNRS, l'INSERM et d'autres organisations en France vont travailler ensemble pour jouer ce rôle européen. Alors les 3 autres m'ont demandé la parole, donc je fais par ordre de demande. Hein. Je suis discipliné, Ursula Bassler et puis ensuite Jean-Jacques Cublin et Dominique Lambert. Ce que Edith vient de dire sur l'opportunité pour l'Europe, je pense que c'est vrai et c'est crucial. Et l'Europe a un atout que peut-être d'autres régions du monde n'ont pas pour l'instant, c'est une expérience dans le multilatéralisme. On sait comment travailler à plusieurs pays plus ou moins bien ensemble, mais au moins on a une certaine expérience dedans. Au CERN, comme dans les autres les autres European Infrastructure and Research Organizations, on sait comment faire émerger un consensus entre différents pays membres. On sait comment balancer les intérêts particuliers contre l'intérêt du but commun. Et je pense que ça, c'est une force, parce que les prochains projets, au moins dans la physique, mais je pense que dans les autres domaines, on y arrive aussi, et les prochains grands projets, ils ont besoin d'une adhésion quasiment globale pour trouver les financements nécessaires. Et donc, si on n'a pas cette capacité de négociation, je pense que ça va être difficile. On a vu ça aux États-Unis, qui n'ont pas su allier forcément d'autres pays à leurs projets. Avec la Chine actuellement, c'est un peu différent, c'est-à-dire la Chine a le sentiment qu'elle peut faire des projets elle-même. Il y a une initiative de China Initiated Research Infrastructures, où l'idée c'est que les autres amènent 30%, mais surtout ils n'ont rien à dire. Ouais. Donc là, je pense que c'est peut-être quelque chose à court terme qui peut marcher, mais à long terme, une approche où on essaie d'amener tout le monde dans le même bateau me semble plus préférable. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si on prend l'Europe dans sa globalité, c'est en termes de recherche, devant tous les autres pays, que ce soit la Chine, les États-Unis, si on prend des pays individuels de l'Europe, on est évidemment moins bien dans le classement. Jean-Jacques Hublin. Oui, moi je voudrais rejoindre un peu mes collègues là pour dire que pour l'Europe, il y a de vraies opportunités. Dans ma discipline, il y a eu une avancée majeure depuis une dizaine d'années, qui est le développement de la paléogénétique, qui a complètement révolutionné la façon de voir l'évolution humaine. Il y a eu quelques mois, il y a eu un article d'un espèce de journaliste scientifique bien connu dans mon domaine, qui s'appelle Anne Gibbons, qui a écrit un article dans Science, où elle a fait un peu l'historique de ce développement. Et en gros, l'article portait sur la question, mais comment se fait-il que l'Amérique n'est pas en tête ? Parce qu'elle a publié une petite carte avec des gros ronds montrant les résultats dans ce domaine obtenus dans différents laboratoires. Et c'est vrai que, voilà, alors un peu en France, pas beaucoup, mais en Allemagne, au Danemark, dans différents pays d'Europe, c'est là que s'est fait cette révolution. Et les laboratoires européens sont très en avance sur ce qui se fait ailleurs. Donc voilà un domaine où on montre, enfin les Européens ont montré qu'ils pouvaient être leaders, d'ailleurs un peu à la déception de Anne Gibbons et de mes collègues américains. Et je pense qu'il y a des champs disciplinaires où il y a de vraies opportunités, où l'Europe peut avoir un rôle moteur. On est à la traîne dans quel domaine ? Dans quel domaine la France ou l'Europe est en train de décrocher ? Moi, je dirais, par exemple, pour tout ce qui est bioinformatique, au départ, je pense que les États-Unis étaient très, très bien placés. Aujourd'hui, je pense que l'Europe est mieux placée. Et parce qu'eux aussi, ils ont une approche ouverte, open access, open science. Et ça, je pense que c'est l'avenir. Et l'Europe va pouvoir être leader dans le domaine si on est concerté. Dominique Lambert. Oui, moi je voudrais ajouter un petit quelque chose au niveau de l'analyse de où est-on en pointe, où est-on en retrait, etc. Il faut aussi faire intervenir des critères un peu différents suivant les disciplines, parce qu'on a beaucoup parlé de big science, hein, le CERN, les grands projets avec des appareillages coûteux, etc. Mais je voudrais aussi
me focaliser sur la recherche fondamentale en sciences humaines, sciences politiques, philologie, études de langues anciennes, etc., philosophie. Donc ce sont des disciplines où les critères fonctionnent différemment. Et d'ailleurs, même si on est entré en sciences, les critères de publication, disons, en mathématiques ou en biologie, c'est pas tout à fait les mêmes traditions. Donc il faut faire attention à une sorte de prégnance d'un modèle productiviste et avec des critères qui sont globaux, alors que, dans le fond, on doit respecter, par exemple, quelqu'un qui s'intéresse, je ne sais pas moi, qui passe 10 ans pour faire un dictionnaire de syriaque, c'est quelque chose d'important pour sa discipline, mais ça ne va pas être comptabilisé de la même manière dans une sorte de progrès. Donc je trouve qu'il faudrait aussi intégrer des choses qui sont de l'ordre du progrès différencié dans différentes disciplines. Et là, je pense que l'Europe a une tradition intéressante. On parlait tout à l'heure de l'anthropologie ou de l'ethnologie, etc., des études de philologie de langue ancienne, etc. L'Europe a une richesse qui, me semble-t-il, doit être protégée dans un monde où ce genre de recherche risque de ne pas être très productive. Moi je connais des chercheurs en langues anciennes aujourd'hui qui font de l'excellent travail, mais qui ne trouvent plus aucune place parce que le modèle pour avancer, c'est pas là pour avoir des crédits. Voyez. Ça pose la vraie question, mais d'ailleurs on peut prendre le temps de parler de ça un petit peu. C'était mentionné par Serge Haroche dans la matinée, de la façon dont la recherche est évaluée aujourd'hui, avec cette course aux publications, cette façon le système qui est perverti, parfois des chercheurs qui morcellent leurs découvertes pour pouvoir publier dans un maximum de revues. Peut-être vous pouvez tous réagir là-dessus, Jean-Jacques Hublin. Oui, enfin, moi j'ai des sentiments partagés là-dessus, parce que le coup de dire on va jeter le thermomètre parce qu'on n'aime pas la température, alors, à un moment donné... Non, mais il y a un peu de ça des fois. Hein. Donc il faut garder un œil sur les indices bibliométriques, etc. C'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer complètement. C'est bien d'être un bon chercheur, mais si on est un bon chercheur qui publie très peu ou pas du tout, ça ne sert à rien d'être un bon chercheur. Donc il faut quand même publier. Ça, je crois que c'est bien clair. Je voudrais juste ajouter une chose. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, quand j'étais jeune chercheur, je publiais des articles où j'étais seul auteur. Ou alors on était 2, 3, 4. Aujourd'hui, les articles, là j'ai un article qui va sortir très bientôt, on est 40 auteurs, 30 auteurs, 25 auteurs. Donc ça c'est une tendance, je pense, générale dans beaucoup de disciplines, dans la mienne en particulier. C'est-à-dire que la recherche est de moins en moins une aventure solitaire. Et donc cette mise en réseau en Europe d'équipes, de chercheurs, de laboratoires, c'est pas seulement pour rendre confortable la vie des chercheurs, mais c'est aussi une nécessité absolue du succès. Hein. C'est-à-dire que c'est la mise en complémentarité de compétences qui sont malheureusement, hein, mais c'est comme ça, de plus en plus morcelées. C'est-à-dire les gens deviennent très très bons dans des choses très pointues. Et c'est la capacité de mettre ensemble tous ces gens-là sur un projet précis qui fait le succès de ce projet. Donc ça, c'est un autre aspect qu'il faut absolument garder en tête quand on parle de ces liens à l'échelle européenne, en tout cas. Oui, je suis très d'accord avec ça, parce qu'effectivement, en biologie, en tout cas, c'est clair qu'on ne peut pas avancer seul du tout. Les listes d'auteurs sont énormes. Et contrairement à la physique, où on peut regrouper des grands instruments ensemble, peut-être, mais en biologie, on a besoin des synchrotrons pour faire la biologie structurale, des centres pour faire la bioinformatique ou intelligence artificielle. On a besoin de centres qui font les travaux sur les animaux. Donc, en fait, on a vraiment besoin de se lier pour pouvoir être non seulement productif et créatif, mais aussi efficace. Ouais. Sinon, ça coûte cher de faire la même chose dans 5 pays différents. C'est un peu bête. Donc, je pense que c'est très important. Et juste pour le point d'évaluation, je pense que effectivement, il faut évaluer et il faut être très exigeant sur les évaluations. La manière que l'évaluation se passe, par exemple au niveau des publications,
c'est quelque chose qui est très difficile parce qu'il y a certains domaines où on ne peut pas publier tous les ans ou 3 fois par an. Il faut attendre 5 ans ou 10 ans pour vraiment avoir une percée. Donc ça, c'est un problème qui est là depuis quelques décennies, je dirais. Mais comment faire? Et là, je vois en tout cas en biologie, on commence à suivre la physique avec ces publications open access où on peut mettre un manuscrit online, bioarchives. Les gens peuvent juger sans que ça soit déjà publié. Et c'est quelque chose, je pense, qui commence à aérer cette capacité d'évaluer la recherche sans que ça soit déjà sorti dans un Mais c'est-à-dire que ça s'intègre dans l'évaluation, parce que très concrètement... Quand on recrute des chercheurs pour monter une équipe, maintenant, quelque chose sous bioarchives est acceptable, parce qu'on peut juger, on lit, on dit, ben voilà, oui, c'est bien monté, les résultats, etc., même si ce n'est pas encore accepté. Donc je pense dans un journal. Donc je pense que peut-être il y a maintenant des solutions pour permettre cette évaluation d'être pas si ciblée sur tel ou tel journal avec un facteur d'impact relevant. Voilà. Dominique Lambert. Je dirais simplement qu'il faut être extrêmement exigeant sur des critères d'évaluation de la qualité scientifique. Donc effectivement, moi je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'on ne doit pas jeter le thermomètre. Non, il faut maintenir des critères d'évaluation stricts de qualité, mais ces critères pourraient être différenciés suivant un certain type de discipline. Par exemple, les mathématiciens, presque jamais on a des articles de mathématiques avec 40 signatures. D'ailleurs, les mathématiciens n'aimeraient pas, c'est souvent 1 ou 2. Et Alain Cohn rappelait ce matin, c'est vrai, il y a quelque chose de plus solitaire, encore que, disait-il, les mathématiciens sont en réseau, partagent leurs informations. Mais la tradition est plus, moins d'auteurs, un travail peut-être plus personnel. C'est normal qu'en physique ou en biologie, il y a un travail d'équipe autour d'instruments, etc. Mais si on prend, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui travaille en sciences politiques ou bien qui fait de la philosophie, on imagine mal, peut-être, à moins que ce soit un recueil, mais un ouvrage décisif. Je veux dire, les philosophes sont généralement des gens qui travaillent et qui écrivent des bouquins seuls. Donc, moi, je crois que les critères de qualité doivent être maintenus. On ne pourrait certainement pas abandonner les critères d'évaluation, mais les adapter de discipline à discipline. Parce qu'il y a des disciplines, de fait, les gens qui travaillent sur des langues anciennes, qui établissent des dictionnaires, qui travaillent pendant des années dans, je ne sais pas moi, la traduction d'une des 2 écritures crétoises, etc. Bon, on ne peut pas leur appliquer les mêmes critères que, par exemple, des grandes équipes. Donc, moi, je serais d'accord de ne pas abandonner, mais peut-être dans les comités d'évaluation, de différencier très finement suivant les disciplines. Mais je pense que n'importe quel évaluateur sérieux, surtout s'il a affaire à des gens venant de disciplines différentes, c'est très bien que quand on utilise des indices bibliométriques, par exemple, un indice H pour un généticien et pour un linguiste, ça n'a absolument aucune comparaison. Donc on peut faire des comparaisons entre des gens qui sont proches sur le plan de leur travail, de leur thématique. Maintenant, aller comparer des gens qui sont dans des champs disciplinaires complètement différents, ça n'a aucun sens. Mais je pense que tous ces outils, ils sont sur la table, il faut savoir les utiliser avec intelligence. Ursula Bassler. Oui, ce que je viens de dire sur les différentes disciplines, bien sûr, la physique des particules le pousse à l'extrême. Si on a des publications avec 3000 auteurs, une évaluation de l'individu sur un facteur H devient absurde. Bien sûr, on peut publier à côté des publications en dehors des collaborations, mais disons... Alors, peut-être un point, même si je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs dans la salle, mais le facteur H, comment vous le définissez, ce facteur H? Je me souviens même plus très bien, c'est le nombre de publications divisé par les citations. Le facteur d'impact, si c'est une revue de premier rang, et combien de fois elle est citée par les autres revues. C'est ça qui intervient dans le facteur H. Toute base de données va vous le donner automatiquement. C'est pas ça? Non, c'est pas ça, non. Alors allez-y, c'est mieux que vous le fassiez. C'est assez facile à calculer. On range par nombre de citations toutes les publications d'un individu. Donc il peut y avoir une publication qui a été citée 1000 fois, c'est pas mal 1000 fois. Ouais. Et puis d'autres avec des rangs plus faibles. Et puis ensuite, on descend dans ce classement jusqu'au point où on a une publication de rang X
qui a été cité X moins une fois, et donc c'est ça son indice H, c'est le chiffre qui est juste au-dessus. Et donc ça donne une idée de l'impact en termes de publication, enfin plutôt de citation des publications. Oui, c'est ça, c'est le nombre de fois où l'article est cité. Où les gens se sont intéressés à ces articles-là. Ouais. Voilà. Et donc, effectivement, ça fausse les choses à partir du moment où des auteurs signent des articles par 3000. Juste, je veux dire, si on fait une publication à 3000, ça ne va pas aider à évaluer l'individu, quoi. Oui. Et je pense qu'il y a quand même d'autres manières d'évaluer, de connaître les contributions des uns et des autres pour faire aussi des évaluations qui mènent à des embauches, des avancements qui sont censés, quoi. Oui. On a des disciplines où ce qui compte, c'est produire par exemple des ouvrages. Donc il y a des tas de disciplines où les gens ne cherchent pas à publier des articles, ils cherchent à publier des ouvrages. Et donc ça, c'est des choses qui doivent être prises en compte quand on fait des évaluations. Ouais. Et encore une fois, je pense que tous ces critères dont on parle, il faut les ajuster en fonction de la thématique de recherche et de la communauté scientifique. Il n'y a pas d'étalon, ça serait trop simple. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, quand on veut évaluer les gens, on leur demande quand même de produire quelque chose qui fait plus qu'une demi-page pour expliquer pourquoi ils sont bons. Je cherchais du regard Serge Haroche dans la salle, parce que c'est lui qui avait... mais je crois qu'il est plus là, hein, si je ne me trompe pas, pour le faire réagir sur ces évaluations. Parce qu'effectivement, vous semblez dire, effectivement, il faut évaluer, mais c'est vrai que parfois, dans le discours de certains chercheurs, on a l'impression que cette course à la publication devient un peu paralysante. Donc je me fais, pas porte-parole, mais je relais cette impression. Est-ce que si on tire trop sur cet aspect-là, est-ce que ça devient paralysant ? On parlait tout à l'heure de l'image du CNRS à l'extérieur. Alors, pour dire quelque chose d'un peu moins agréable, après toutes les guirlandes de fleurs qu'on a tressées depuis ce matin, une des images du CNRS, c'est quand même que justement, j'allais dire le contrepoint de la sécurité absolue, c'est qu'il y a à peu près 20% de bois mort. Hein, et donc, le bois mort, évidemment, il n'aime pas les évaluations et il n'aime pas le nombre de citations. Voilà. Donc maintenant, la question, c'est comment on gère le bois mort. Il y a des gens qui pensent que, dans le fond, le bois mort, c'est un prix qui est assez léger à payer pour avoir à côté 80% de gens qui sont très bons, très actifs. Puis il y a des gens qui disent, quand on a des dépenses de personnel de 85% du budget total du CNRS, 20% de bois mort, il faut y réfléchir. Ouais. C'est-à-dire peut-être que ces gens-là, il faudrait qu'ils fassent autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas du faux bois mort ? Est-ce qu'il n'y a pas se méfier de volcans éteints qui, quand ils se réveillent, sortent un prix Nobel, mais il a fallu que pendant 10 ans, ça mature ? Je me fais un peu l'avocat, mais c'est le discours... Ça existe sûrement. Ça existe sûrement. Je ne peux pas répondre à votre question directement, mais je voudrais quand même challenger aussi que dans les autres systèmes, tous les bois sont très florissants, quoi. Je pense que dans n'importe quel système, on a un partage 80-20. Faut vivre avec, quoi, aussi. Oui. Dominique Lambert, puis éditeur. Non, je voulais dire simplement que... je crois que peut-être qu'il faut prendre le risque ce risque-là, d'avoir peut-être un certain pourcentage de personnes qui vont... Mais en général, dans la communauté scientifique, moi je vois plutôt des gens qui travaillent pendant les vacances, qui peut-être même qui mettent leur vie familiale en péril pour faire avancer la recherche. Donc il y a toujours des gens qui font moins ou qui ne font plus rien. Mais bon, ça c'est dans toutes les sociétés. Mais est-ce si on commence à mettre les gens sous pression, c'est dans le monde de l'entreprise, c'est ce qu'on a fait, donc en surévaluant peut-être, alors on va peut-être décourager des gens qui auraient pu faire de belles choses, mais qui sont tellement sous pression. Moi je crois que les jeunes chercheurs aujourd'hui, beaucoup dans le monde universitaire, sont sous pression, parce qu'on ne leur fait plus confiance, parce qu'on ne leur donne pas la stabilité, et donc ils ne peuvent pas se déployer. Donc moi je dirais, je suis d'accord avec vous, que bon, il faut secouer ceux qui sont endormis, voilà. Mais je me dirais, est-ce qu'on ne risque pas, par les critères d'évaluation, de mettre trop de pression, ou bien de sélectionner uniquement ceux qui sont conformes aux critères ? Or, alors, moi, dans le milieu où je suis, parfois j'ai l'impression qu'on coupe peut-être aussi, avec l'évaluation, la tête à des personnes très originales. Moi, j'ai vu des commissions dans lesquelles
on nommait pas des gens un peu originaux dont je savais qu'ils avaient des potentialités. Oui, tout à l'heure, on a dit, quand je regarde dans les yeux, je sais éventuellement s'il a... Et c'est vrai, dans le contact humain, on peut détecter des choses comme ça. Eh bien, moi, je voyais dans des commissions où on sélectionnait des gens normaux, c'est-à-dire qui sont capables de mettre tous les feux au vert dans un rapport pour l'Europe, ou qui sont capables de faire tout ce qu'il faut pour passer les fourches codines de la... Bon, ça, c'est pas bien non plus. Donc, moi, je suis pas pour ne pas secouer ceux qui s'endorment, mais je suis peut-être pour respecter des lieux où il vaut peut-être mieux 2 personnes qui s'endorment et une sorte de stabilité pour des jeunes qui vont donner un maximum et qui, voilà, je ne sais pas. Non, mais moi, je n'absolutise pas mon point de vue, évidemment. Non, mais je suis d'accord avec vous dans une certaine mesure. Simplement, ce que je veux dire, c'est que bon, une société heureuse et une structure, une institution heureuse, c'est une institution où chacun peut trouver une place où il est utile et heureux et en équilibre avec lui-même. Et donc, voilà, c'est tout. C'est-à-dire que quand moi, je suis pas en train de dire il faut couper la tête à des gens. Hein. Les branches mortes. Vous avez parlé de branches mortes. Je pense, non. Je pense qu'il faut simplement offrir à des gens qui sont... Écoutez, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais jeune chercheur, le CNRS organise j'étais au CNRS. Le CNRS organise des stages. On peut faire des stages de tas de choses, On peut faire des stages. Et un jour, je découvre qu'à Meudon, on organise un stage sur la gestion du temps. Alors, je me dis, ça, c'est formidablement intéressant, parce que moi, j'avais l'impression que 24 heures, c'était trop court et que je n'arrivais pas, il fallait dormir, je n'arrivais pas à faire ce que je voulais faire. Donc, je m'inscris au stage gestion du temps. Et je me retrouve dans un stage avec une vingtaine de personnes où il y en avait 5 ou 6 comme moi qui pensaient qu'ils n'arrivaient pas en une journée à faire toutes les choses qu'elles avaient à faire ou qu'elles voulaient faire. Mais à ma grande surprise, il y avait aussi une proportion de gens dans ce stage qui étaient là parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de leur temps et que en fait, ils en souffraient profondément. Et donc une grande partie du stage a été quand même autour de, je ne dis pas que c'était une thérapie de groupe, mais c'était quand même, une des discussions, c'était comment rendre ces gens plus heureux, plus satisfaits. Et donc, encore une fois, je pense que c'est important que... parce que les gens qui ne sont pas, compétitifs, dans un système très sous pression, je pense, sont des gens qui souffrent, qui sont insatisfaits, qui ne sont pas bien, et je pense qu'il faut leur offrir des possibilités d'être satisfaits, mais pas forcément dans le cadre qu'on leur a offert au départ à l'entrée. Éditeur. Oui, moi je suis un peu, schizophrène par rapport à ça, parce que d'un côté, je vois que cette stabilité, moi, m'a permis de passer plusieurs années où je n'ai pas forcément publié dans les journaux les plus élogieux, mais qui m'a permis de prendre des risques, de mettre en place des choses. Donc je pense qu'il faut cette évaluation, je dirais, intelligente, où on écoute et on évalue ce qui est fait, même si ce n'est pas encore une publication, mais en même temps, je trouve que c'est insupportable d'avoir ce bois mort, parce que j'étais moi-même dans des commissions où je voyais, ce n'était pas 20%, c'était 30 ou 40% des chercheurs qu'on évaluait, ce n'était pas le CNRS, mais bon, je pense que c'est pareil partout, des gens, en fait, qui ne produisaient plus, parce que il n'y avait pas peut-être la simulation, il y avait diverses raisons. Et je pense que là, il y a des solutions qui sont déjà disponibles, il y a la mobilité. Moi, par exemple, moi-même, j'ai profité de la j'avais mon poste CNRS, je suis partie aux États-Unis une année, payée par le CNRS, pareil pour l'INSAM. Et ça, je pense que c'est peut-être pas suffisamment utilisé. Et cette bouffée d'oxygène qui peut être obtenue par une mobilité à l'étranger ou à l'intérieur de la France est très, très importante et peut-être pas suffisamment stimulée. En même temps, on sait que ça existe, mais je ne connais pas assez de gens qui l'utilisent pour peut-être changer un peu de voie et redonner un coup de pouce à leur recherche. Et c'est quelque chose de très précieux dans le système français. Il est déjà temps de conclure cette table ronde. Je vais faire un dernier tour de table. Je vous demande à chacun 1 minute de conclusion un peu sur... à votre choix, l'avenir de la recherche mondiale, plutôt celui du CNRS, à vous de mettre la petite conclusion, ce que vous n'avez pas eu le temps de dire pendant cette table ronde. Et puis je rappelle que parmi nous, il y a Antoine Petit, qui est le président-directeur général du CNRS, et qui sera là pour faire le discours de clôture. Et je me mets à votre place parce que tous ces chercheurs qui
Il y a des nuances dans les discours quand on tend l'oreille. Ils ne disent pas tous la même chose. Ils appellent à des transformations qui ne sont pas toutes les mêmes. Ça ne doit pas être facile de faire évoluer une structure comme le CNRS. Je suis curieux d'entendre votre mot de conclusion à la fin de cette journée. On fait un dernier tour de table. Avec vous, on commence, Dominique Lambert. Moi, je reprendrai simplement les thèmes qui ont été évoqués. C'est-à-dire, moi, je crois qu'il faut valoriser, avoir des critères de qualité, mais qui respectent cette liberté, cette confiance qu'on fait aux jeunes chercheurs, et peut-être mettre en place, vous parliez de structures qui permettent de donner une bouffée d'oxygène, de faire bouger les gens, peut-être de réfléchir aussi à la manière dont on structure les réseaux de la recherche, pour permettre justement aux chercheurs de se croiser et de se rencontrer. Donc moi, l'avenir est aussi dans le croisement des disciplines, et c'est une manière aussi de susciter de nouvelles recherches. On ne pense pas assez justement à cette géographie des réseaux qui permet aux chercheurs de se rencontrer. Donc voilà un petit peu comment moi je verrais les choses. Edith Heard. Oui, je vais parler comme biologiste et juste dire un mot de soutien profond pour le CNRS. Je pense que c'est très important. C'est un âge d'or en biologie, je trouve, actuellement. On peut faire des choses qu'on ne pouvait jamais imaginer, même il y a 5 ou 10 ans. Et on arrive maintenant à la capacité de faire de la recherche très quantitative, en qualité, systématique, qui fait qu'on peut vraiment attaquer des nouvelles questions comme les physiciens le font depuis très longtemps. Donc moi, je voulais juste encourager le CNRS à soutenir la biologie dans cette nouvelle âge d'or et que l'EMBL est là à votre disposition pour aider dans cette voie. Voilà. Jean-Jacques Hublin. Bon, moi, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Je veux simplement enfoncer un clou, c'est payer mieux les jeunes chercheurs. Voilà, les jeunes chercheurs, il faut mieux les payer. Il faut qu'ils puissent vivre décemment, qu'ils soient... Je pense que les chercheurs ont tout ce qu'il faut quand ils font de la recherche pour être heureux. C'est une activité humaine qui est incroyablement gratifiante, pour ne pas dire excitante. Je connais des jeunes chercheurs, beaucoup qui sont très heureux à partir du moment où on leur donne ce dont ils ont besoin. Voilà. Merci. Ursula Bassler. Oui. Dans la discussion qu'on a eue, on a beaucoup parlé aussi du mercato des chercheurs, et je dois dire un mot très personnel. Moi, ce qui m'a rendue heureuse au CNRS, c'est en quelque sorte de ne pas y participer, quoi. tout en quand même travaillant à l'international, tout en étant visible, etc., mais justement de ne pas être dans un système marchand. Et je pense que c'est une qualité du CNRS. Maintenant, il faut faire le grand écart entre préserver cette qualité immense de qualité de travail et stimuler la mobilité, que je suis tout à fait d'accord que c'est absolument nécessaire dans la vie des chercheurs. Et pour ça, bonne chance à Antoine. Et je pense préserver la qualité au CNRS et assumer ses missions nationales, c'est vraiment les deux branches sur lesquelles le CNRS doit se poser, quoi. Merci à tous les quatre.